Quand on met ça en place en interne, il y a un effet waouh incroyable qui est extrêmement bien vécu par l'ensemble des équipes, même si, comme pour toute politique qui est mise en place, il y a des limites et des contraintes. Ça, c'est normal. Mais le fait de pouvoir aller télétravailler à l'international, c'est une force de fou et ça témoigne de l'ADN d'une entreprise au niveau de l'ouverture RH. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être invité par Gaël Brisson. Bonjour Gaël. Bonjour Florent. Alors Gaël, tu nous invites aujourd'hui dans tes superbes locaux nantais. Il fait un temps correct, on va dire, on est mi-juillet. Dans tes locaux nantais qui s'appelle le Cuba Coworking. Qui est un espace de coworking, comme son nom l'indique. Exact, je suis ravi de t'accueillir. Ici, c'est une vraie petite pépinière d'entreprise, donc voilà, ça favorise la créativité et tu vois, l'ambiance y est chaleureuse et c'est un endroit de partage, donc c'est le bon endroit pour ce petit podcast. En tout cas, un grand merci Gaël pour ton invitation. Alors Gaël, t'es ingénieur de formation, enfin tu vas me dire, t'es un ancien DJ. T'es serial entrepreneur dans le monde IT depuis 20 ans avec 2 sociétés à ton actif, toutes les 2 revendues, à ce que j'ai compris. La seconde s'appelait DRI, était en full télétravail, on va y revenir. Mais surtout aujourd'hui, t'es le fondateur d'Hollyworking, qui permet d'aller travailler dans le monde entier en télétravail. Bon, concept que je trouve original, intéressant, que j'ai pas vu ailleurs honnêtement. C'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer. On va parler de ce sujet durant cet épisode. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Quelle est ton histoire et quelle est ton histoire qui a permis d'aboutir à l'idée du concept d'Hollyworking ? Ouais, avec plaisir. Alors effectivement, j'ai un passé d'ingénieur et j'ai surtout un passé de chef d'entreprise dans l'IT, où je suis tombé un peu par hasard, mais que c'est un domaine que j'adore. Et donc, j'ai eu l'opportunité de développer 2 boîtes. Une boîte qui s'appelait Pentasonic, que j'ai développée pendant 13 ans à peu près. Un intégrateur qui faisait du cloud, de l'infra, etc. D'accord. J'ai revendu au bout de 13 ans. Et je précise, cette boîte était tout à fait standard en termes de management. On pratiquait le télétravail, mais voilà, occasionnellement quand il y avait besoin. C'est pas fermé, mais il n'y avait pas d'enjeu particulier ni d'organisation particulière sur le sujet. Et puis en 2014, on a racheté une structure qui s'appelle toujours d'ailleurs DRI. Donc un hébergeur web spécialisé dans l'open source qui adresse des clients publics-privés pour l'hébergement, l'infogérance des sites et des applications à mettre sur Internet. Et la particularité de cette boîte, en fait, quand on l'a rachetée, c'était une petite boîte. Il y avait 7 personnes. Voilà, donc c'était un petit, mais c'était full télétravail depuis l'origine. Donc j'étais ni pour ni contre. À l'origine. Mais j'ai décidé de garder le principe et de regarder comment ça se passait. Quand tu as racheté l'entreprise, tu le savais. Ouais, je le savais, bien sûr. Donc, j'ai regardé, je me suis adapté et puis je suis devenu un promoteur
du télétravail, parce que finalement, après 8 années passées à la barre de cette boîte, j'ai acquis la conviction qu'on pouvait développer une entreprise. Aujourd'hui, c'est une 50aine de personnes, c'est environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un vrai esprit d'équipe, qui a un vrai esprit tout court, un vrai ADN, et tout ça avec des collaborateurs qui sont répartis un petit peu partout en France, finalement. Et cette boîte, donc j'ai cédé la majorité l'année dernière aux équipes. On a, avec mon associé, vendu 80% des parts aux managers en place et aux équipes qui ont eu l'opportunité toutes de prendre des parts dans cette boîte. Donc c'est aussi une histoire dont je suis très fier, parce que j'adore cette capacité de transmission de flambeau que j'avais pas fait la première fois. J'avais vendu une boîte externe et là il y a une vraie histoire et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais donc dans cette boîte il y avait un sujet, c'était donc le full remote qui était en place et qu'on a adopté. Donc en dehors du business qu'on a développé, en 2019 je me suis dit mais tiens, notre business, il est national avec cette boîte, d'accord. Et en même temps, j'ai un passé que j'ai pas évoqué, mais je suis un grand voyageur, donc j'ai énormément voyagé dans le monde entier et j'ai habité aussi à l'international. Et c'est quelque chose qui m'a énormément appris, moi personnellement. Ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. J'ai développé de l'ouverture, de la compétence, de l'adaptation à des milieux, enfin bref, tout un tas de. T'as vécu où? Dans quel pays? Alors j'ai vécu 2 ans en Afrique du Sud, d'accord. 6 mois aux Pays-Bas. Et puis j'ai fait également, je dirais, un petit tour du monde qui m'a amené 3 mois en Inde, mais où le projet était de rallier le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud au cap Nord en 4x4. D'accord. Mais petit projet qui m'a fait 1 an, mais là, il y avait un peu moins d'1 an. Là, tu travaillais pas. Là, j'étais en voyage. Par contre, Afrique du Sud, 2 ans, tu travaillais? 2 ans, je travaillais. Ah oui. Je bossais pour L'Oréal à l'époque, dans une usine. Voilà. C'est en fait, quel que soit le pays, si tu veux, c'est l'expérience qui compte, c'est le fait de se déraciner un petit peu de son environnement habituel et d'aller se confronter à ce que peuvent vivre d'autres. Et tu reviens finalement avec un regard différent de celui que tu avais en partant. Et c'est un petit peu finalement ce que je souhaite à tous ceux qui peuvent partir avec le working, vivre quelque chose, c'est qu'ils reviennent non pas transformés, mais avec une vision un petit peu différente de la France, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, mais avec peut-être un petit peu plus de hauteur de vue, une approche un peu différente. Et je trouve que ça forme, ça forge, et ça sert autant à titre personnel, bien sûr, mais professionnel. Et c'est vraiment une des convictions que je porte au travers d'Hollyworking. Voilà, c'est cette capacité qu'a l'international à faire mûrir, à faire grandir chacun d'entre nous. Et c'est pas forcément uniquement quand on est jeune et qu'on va faire de l'Erasmus. Okay. Et donc un peu l'enjeu d'Hollyworking, c'est après Erasmus, il y a une vie. Et il n'y a pas que l'expatriation. Maintenant, il y a Hollyworking qui permet de conjuguer effectivement enjeu pro et en vie perso. Ouais, on va revenir là-dessus. Mais alors l'idée donc a eu lieu avant la pandémie, avant le Covid. Ouais, 2019. Ouais, donc vous n'avez pas attendu le Covid pour créer cette organisation, cette société. Le Covid pour vous, c'était frein ou c'était accélérateur? Alors les deux. En fait, donc, l'idée a commencé à germer en 2019, mais il fallait quand même construire un modèle de business, un modèle économique, un modèle juridique, parce que voilà, il y avait plein de freins. Donc j'ai lancé les études début 2020 avec un groupe de 5 alternants à l'époque qui ont fait des études dans tous les sens. On a toujours 2 qui sont à bord, donc ça c'est aussi une belle histoire. Tout ça pour aboutir à un no-go qui s'est effectué en juin 2020. Juin 2020, je vous rappelle, vous étiez tous chez vous et moi aussi. Donc juin 2020, c'était plein Covid. Bon, est-ce que c'est la bonne période, pas la bonne période? Bon, on a décidé de faire go. On a créé la boîte en août 2020. D'accord. Voilà. Donc c'est la boîte a à peine, quasiment 3 ans maintenant. Et pourquoi ce nom Hollyworking? Parce que Holly, moi, ça me fait référence aux vacances plus qu'au travail quand même. Ouais, enfin, tu oublies quand même que dans working, il y a working, c'est la deuxième partie du mot. J'ai bien compris, mais il y a quand même Holly dedans. Holly, il y a holidays. Donc c'est les vacances au travail. Ou le travail en vacances. Ouais, ou les tracances aussi. Okay. C'est un terme qu'on peut utiliser. Non, alors on m'a souvent dit, t'as pas peur de vendre, de proposer quelque chose où il y a marqué le mot holidays dedans, le mot vacances, quoi. Oui, mais en fait, j'assume complètement ce nom. Je trouve qu'il représente bien
à la fois ce qu'on propose et ce que vont chercher les gens. Donc, c'est bien une conjonction de travail, parce qu'on continue à bosser, même si on est à l'autre bout du monde, mais dans un lieu qui fait plus penser aux vacances. Voilà. Donc, on est bien sur ce créneau-là et sur cet objectif-là de vacances, d'immersion, parce que je préfère parler d'immersion que de vacances. C'est l'objectif. Hein. Je vais rappeler le concept quand même, parce que là, on en parle depuis le début, mais les gens vont se demander mais en fait, de quoi on parle. Pour le coup, c'était ma question, parce que alors j'ai un peu creusé évidemment, mais c'est pas si simple que ça, en tout cas pour moi, à comprendre. Donc j'ai besoin effectivement que tu m'éclaires sur le concept que vous avez et les différences aussi. T'as pas d'expatriation. Voilà, moi j'ai travaillé dans des grands groupes où il y avait des expatriés, donc je vois ce que c'était. Je l'ai jamais été moi-même et j'ai bien vu ce que c'était. Et c'est quoi la différence aussi entre votre concept et une expatriation comme le propose un certain nombre d'entreprises en France? Alors, donc le concept d'Hollyworking, c'est de proposer aux salariés qui sont en poste en France d'aller vivre quelques mois à l'international dans un pays qu'ils choisissent. D'accord ? Donc, on est sur des périodes de 3 à 12 mois et pour l'instant, on a un peu plus d'une dizaine de destinations ouvertes dans le monde. Alors, pourquoi 3 à 12 mois ? 3 mois, parce que je considère que c'est la durée minimum pour aller découvrir une culture. Si on veut vraiment s'immerger et être en mode... On peut parler de slow tourisme aujourd'hui, où on profite de l'endroit où on est, tant qu'à faire de prendre l'avion, hein, de vraiment le faire pour aller découvrir un endroit, une culture ou faire une activité. Et 12 mois, parce que ça, c'est plutôt lié à mon expérience personnelle. Je suis un convaincu du télétravail 100%, mais je ne suis pas forcément un convaincu du zéro relation physique. Ça n'a rien à voir. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut créer du lien. D'accord ? Et à minima, une fois par an, je dirais minima une fois par an, il faut qu'il y ait du lien qui se crée avec son manager, avec ses collègues, avec ses équipes. Voilà. Et ça, c'est... donc, 1 an, ça m'a semblé être la durée maximale pour qu'il n'y ait pas de perturbation du côté pro. Donc, c'était vraiment l'idée que j'avais en tête. 3-12 mois, c'est une expérience suffisante, y compris pour partir en famille, 1 an. Parce que quand on part avec des enfants, on a des cycles scolaires qu'on peut vouloir faire respecter. Parce que 3 mois avec des enfants, c'est compliqué, je pense. Alors aujourd'hui, il y a par exemple Aurore qui est chef d'entreprise d'ailleurs, qui est à Bali, qui vient d'arriver avec sa fille. Elle est partie 3 mois. Elle fait scolariser un peu plus d'1 mois sa fille dans une école sur place. Donc il n'y a jamais rien d'impossible. C'est juste une question de volonté, de conviction et d'organisation, bien sûr. Il en faut. Mais on est aussi là pour aider. Alors, j'ai quand même des choses qui me taraudent. Vous envoyez des collaborateurs, on va dire 3 mois ou 6 mois ou 1 an maximum, à ce que j'ai compris, mais d'entreprises qui sont déjà en full télétravail, donc à l'habitude de télétravailler, ou est-ce que c'est des collaborateurs qui sont dans des entreprises qui ont un télétravail, on va dire, assez classique aujourd'hui, où il y a souvent c'est du 2 jours ou 3 jours par semaine. Enfin, en moyenne, c'est un peu ça. Mais comment est-ce qu'on bascule de 0 jour, 1 jour, 2 jours par semaine à 5 jours par semaine en télétravail? Alors, on l'a vécu en Covid, mais ça a pesé aussi pour certaines personnes, ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout lié aux accords d'entreprise de télétravail, parce que là, on parle vraiment d'expérience temporaire, de séjour temporaire pour les salariés. Donc, on sort de ces accords classiques de télétravail qu'on nous oppose souvent. Donc, quand le salarié est en France, bien sûr, il suit la règle. Et quand il revient, il suit la règle. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que le salarié part avec son travail, continue à le faire et revient, il a son travail. Donc, je vais répondre à la question que je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'est l'expat. Et la différence avec l'expat, le détachement, etc. Donc, nous, on est entre détachement et expatriation au sens du contrat, du juridique, on peut en reparler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de RH qui nous écoutent potentiellement. Mais l'expatriation, c'est ou le détachement, c'est la société qui choisit où envoyer le collaborateur, et il y a un deal sur la durée passée. En général, c'est 2, 3, 4 ans. Quand on part, on ne sait pas vraiment quand on va revenir et comment on va revenir, à quel poste, quelle fonction, quel site, etc. Là, l'enjeu était aussi que ce soit le plus transparent possible pour le salarié qui part, mais il sait vraiment quand et comment il va revenir. Et l'entreprise aussi.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de rupture non plus dans les missions qu'on a en tant qu'entreprise auprès des clients finaux. Il faut qu'elles soient assurées par ceux qui partent. Et c'était aussi mon intention avec ma casquette de chef d'entreprise. Je me suis dit, ok, c'est sympa de faire partir les salariés à l'autre bout du monde. Génial, ils vont vivre un truc de fou, ils vont grandir, ils vont venir top. Mais d'un autre côté, il faut produire. Donc j'avais vraiment cette ambition de dire il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans la chaîne de production, dans la chaîne managériale, dans le business classique de l'entreprise. Donc ça, je dirais, c'est pour répondre à ta partie expatriation. Donc c'est effectivement des salariés qui ont déjà un job, mais qui ne sont pas forcément 100% télétravail. Ça, c'est de l'accord. Ce qui est important, c'est le mot confiance, comme d'habitude, mais il faut qu'il y ait un accord avec le manager, les RH et la direction. Mais il n'y a pas d'enjeu sur ce sujet, accord télétravail. Il y a un volet que j'aimerais quand même aborder. C'est le volet immersion, parce que moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur, finalement, dans le cœur du concept de l'e-working. Bah, vas-y, parle-en. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'immersion locale et faire en sorte que la personne vive quelque chose de riche sur place? Donc, il y a déjà le volet travail sur place. Donc, on met un coworking à disposition. Ça, c'est pour que les conditions de travail soient bonnes. Qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'internet, des choses. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est mis à disposition. Et si je veux travailler de chez moi, de ma maison que j'ai louée pendant un an, je ne sais où? Alors, tu peux aussi, mais si ton entreprise souhaite que tu sois dans un environnement de coworking où tu ne sois pas tout seul aussi. Oui, il y a un collectif. Il y a un collectif, il y a un vrai environnement de travail et où il y a une qualité de connexion aussi qui soit fiable et stable. Cela peut être imposé par la société. Mais là encore, une question de règles qu'on peut édicter de manière spécifique à chaque départ. Donc il y a un coworking. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un sur place. Donc il y a une personne qu'on appelle le Holy Coach. On a tout un marketing autour de ça. Le Holy Coach, le Holy Working, le Holy Worker, la Holy Company. Bon, je vous en passe. On aurait presque pu faire appel à toi pour nous donner des conseils dans le marketing, tu vois. On fait une Holy Interview aujourd'hui. Mais bon, c'est à Nantes. Hein. Donc on a du coup une personne que j'appelle l'âme bienveillante sur place qui va aider finalement à ce que tout se passe bien, d'une part. Donc aider à trouver un logement, une école, accueillir à l'arrivée, faire ce que on appelle chez nous un brief interculturel dès l'arrivée, c'est donner un petit peu les codes du pays pour se mettre en mode chakra ouvert, pour absorber, appréhender un petit peu les différences culturelles que le Holy Worker ne manquera pas de vivre quand il va arriver. Et puis il y a la partie immersion. Donc immersion dans la culture du pays, où là on va favoriser le fait d'introduire en fait le Holy Worker dans des associations locales, soit pour participer tout simplement, je sais pas, aller faire de la boxe thaï en Thaïlande, du yoga à Bali ou autre, et ainsi rencontrer du monde, puisque derrière ça il y a l'objectif de rencontrer du monde, et idéalement des gens locaux, voire même de donner son temps. On a dans chaque destination, on a des associations qu'on a identifiées qui peuvent accueillir des Holy Workers s'ils le souhaitent, pour participer, contribuer, donner un peu de leur temps à une cause. Donc ça peut être la préservation des tortues à Bali, donner des cours à des enfants défavorisés en Afrique du Sud. Enfin, il y a toutes sortes de sujets potentiels. Et les pays où vous allez, c'est quoi? C'est Bali, Afrique du Sud? On a une dizaine de pays d'ouverts aujourd'hui. Donc on en a 4 sur le continent américain. On a l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, l'île Maurice et puis le Maroc. Donc ces 4 pays ont l'avantage d'être synchrones en termes de fuseau horaire avec l'Europe. On n'en a pas parlé, mais c'est important dans certains jobs, certaines missions, d'être parfaitement synchrone. Voilà. Oui, donc c'est pas la Californie. Sans décalage horaire local. On va pas en Californie, on va pas en Asie, etc. avec Holy Working. Alors si, on a 2 destinations en Asie. Si, il y en a aussi pour les gens qui aiment bien l'Asie. On a la Thaïlande et Bali en Indonésie. Oui, Bali. Voilà, donc là il y a plus de décalage horaire, mais certains Holy Workers ont modifié leur... ils travaillent tard le soir ou tôt le matin pour être en phase avec l'Europe. On a également 4 destinations sur le continent américain aujourd'hui. Donc on a le Brésil, le Mexique, le Costa Rica et le Canada, pour ceux qui aiment les airs un petit peu plus frais. Et on en a on est en train d'ouvrir la Corée du Sud
Ce matin, on discutait d'un projet là, justement sur la Corée du Sud qu'on ouvre, et on a une autre destination, mais qui est un petit peu particulière, c'est Madagascar. Et en fait, on est aussi très fiers d'ouvrir ce type de formule. C'est une possibilité pour les salariés qui ont une volonté d'implication associative, d'engagement humanitaire à l'international. Donc là, on a un accord avec ABC Domino. C'est une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation à Madagascar. Donc c'est vraiment dans la brousse, c'est dans le sud-ouest de Madagascar, à mettre en place des écoles, des collèges, des lycées, des formations, de l'accueil des élèves qui viennent souvent pour la semaine, etc. Et de pouvoir contribuer ainsi pendant une période d'au moins 3 mois aux tâches de l'association, mais 50% au titre du mécénat de compétences et 50% dans la poursuite de mes missions professionnelles, comme d'habitude avec l'entreprise. Ok, ouais, donc c'est assez particulier. Du coup, qui te sollicite? C'est plutôt les collaborateurs d'entreprise qui découvrent Hollyworking et qui disent je vais demander à mon patron ou à mon manager de partir avec Hollyworking. Et toi, tu les aides à ce que ça bouge dans leur entreprise, ou c'est directement des entreprises qui viennent vers toi en disant on a découvert votre concept et on veut le mettre en place pour nos collabs? Alors on a les deux. Ouais. On a les deux. Comment vous faites quand c'est... Moi, je pense... Alors, quand c'est une entreprise, ça me paraît assez simple, parce que là, il faut trouver après les bons collaborateurs qui vont être capables et qui ont envie de vivre cette expérience. Mais quand c'est l'inverse, et que l'entreprise n'est pas forcément mature, le collaborateur est plus mature que son manager, ou que son service RH, ou que son dirigeant, comment est-ce que vous faites pour convaincre ces entreprises de vivre l'aventure Hollyworking? Alors, sur le volet B2B, effectivement, on a des boîtes qui diffusent notre modèle et qui sont adeptes et convaincus du modèle. Tu peux citer des noms si tu veux. Tu peux citer des ouais, non, mais je peux citer. On est des belles réussites. On est dans la région. Je vais citer Isatech, par exemple, et dans le domaine de l'IT, Next Decision, voilà, qui sont, pour les citer, des boîtes là, The English Coach, qui œuvre aussi sur Nantes. Voilà, bon, des boîtes qui ont, je dirais, en tête le bien-être collaborateur et l'expérience collaborateur. Voilà. Et c'est pas la boîte va pas. Je sais plus quel terme tu as utilisé, mais on va pas chercher les bons collaborateurs. C'est vraiment une démarche personnelle que chaque collaborateur a ou n'a pas. On peut très bien se réaliser, s'épanouir et grandir sans aller vivre à l'international. Hein. Attention, on n'est pas à classer les gens d'une case ou d'une autre. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça répond à des aspirations et des envies d'abord personnelles. Il faut que ce soit porté par le collaborateur. Donc, on a pour rebondir, des collaborateurs qui nous appellent en disant voilà, je voudrais aller vivre 6 mois au Canada. Voilà, qu'est-ce que vous faites, comment ça marche? Donc là, on construit avec eux leur projet, on valide avec eux, tout ça c'est cohérent par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre. Après, c'est eux qui vont au moins solliciter l'accord de leur manager. Quand on part comme ça, il faut un accord de son manager, c'est important. Et après le manager, nous on rentre dans la boucle finalement pour aller expliquer au RH et à la direction la structuration et la sécurisation de notre modèle. Parce que dans ce qu'on amène comme service, c'est la sécurisation du modèle en France. Avec le volet assurantiel, avec le volet contractuel, c'est pas simple d'envoyer correctement des télétravailleurs à l'international. C'est compliqué, c'est pas possible tout le temps. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que ce soit carré pour le salarié, bien sûr, et pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire juridiquement parlant ? Juridiquement parlant. D'accord. Voilà, on a un triptyque contractuel qu'on met en place, on a des assurances. Ah oui, d'accord. Okay. On peut pas juste envoyer des collaborateurs 3 mois et tu touches toujours tes cotisations. Enfin, il y a toujours tes cotisations, Alors juste comme ça, ça marche pas quoi. Tout est toujours possible. Ouais. Tu peux juste les envoyer jusqu'à temps que ça se passe pas bien. Ouais. Voilà. C'est le jour où il y a un problème, un problème de santé par exemple. Et c'est là ça va être très compliqué quoi. Problème de santé. Souvent ce qui est négligé, ce qu'on pense souvent aux assurances santé, paiement des frais d'hôpitaux, etc. Ça c'est assez basique. On oublie souvent par exemple l'accident de travail. Il y a plein de boîtes qui envoient leurs collaborateurs à l'international sans avoir vérifié avant que leur prévoyance couvrait les accidents de travail ou pire. Donc c'est des sujets sur lesquels on est particulièrement vigilant. Sans parler du volet juridique, des risques prud'homales, d'établissements stables, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Il y a tout un volet de risques qu'il faut lever pour que RH et dirigeants soient bien sûr parfaitement à l'aise pour proposer du télétravail à l'international. Et c'est là qu'on arrive avec une solution clé en main qui est carrée.
temps en temps, nous RH, on est un peu riscophobes quand même. Donc, comment est-ce que tu arrives à convaincre des services RH qui se disent oula, mais ce truc, est-ce que ça va pas nous amener des ennuis? Et puis, en plus, ça va nous coûter un budget qu'on n'a pas prévu, etc., etc. Comment est-ce que c'est? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, franchement, si les RH étaient riscophobes, ça se saurait quand même. Non, mais plus sérieusement, comme tu as compris que notre enjeu, c'est effectivement de rassurer. Donc, comment c'est ça en fait. Finalement, quels sont nos arguments et comment ça peut aboutir au sein d'une entreprise? Donc, déjà, le premier volet, c'est la sécurisation du modèle. Donc ça, c'est extrêmement rassurant pour le RH et le dirigeant. Donc ça permet de cadrer finalement les demandes qui arrivent. Les demandes des salariés, elles arriveront, c'est sûr. Dire que on ne fait pas de télétravail à l'international, c'est possible dans une boîte. Mais ça n'empêche pas que les gens ont envie, pour partie, de faire du télétravail à l'international. Donc cette envie-là, vous n'allez pas la faire disparaître. Donc après, soit les gens vont effectivement s'asseoir au moins temporairement sur cet avis, et s'ils veulent le réaliser, ils vont trouver une autre solution pour le faire. Donc Holly Working a cette capacité à cadrer les demandes et à fixer des règles en interne. Le sujet, c'est pas de dire non ou dire oui aux collaborateurs, c'est d'exprimer les règles, en fait. Surtout si on dit oui, ok, c'est dans tel cadre, tel cadre, tel cadre. Et nous, on peut permettre de donner ce cadre-là, à la fois en termes de destination, en termes de fuseau horaire, en termes, pourquoi pas, d'ancienneté, de type de projet, de type de mission, de processus de validation. Bref, il y a tout un tas de règles et de politiques qu'on peut mettre en place. Après, sur les éléments de décision, ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on constate, c'est en fait que notre modèle, il plaît aux gens il plaît directement et rapidement aux gens qui ont vécu l'international. Ceux qui ont vécu l'international, et je fais une petite anecdote, mais je pose souvent la question, si vous deviez me sortir une année dans votre vie, là comme ça, paf, directement, qui sort du commun des autres et une des années les plus riches ou les plus intéressantes que vous ayez vécues. Quasiment à chaque fois, c'est pas l'année du mariage ou l'année des enfants, c'est l'année passée à l'international. Ça peut être l'année du divorce. Bon, ma blague est pourrie. On m'a pas encore fait cette réponse-là. Voilà. Tout ça pour dire que finalement, ce sont des expériences qui marquent dans une vie généralement. Là où on a le plus d'adhésion, c'est quand les dirigeants en général ont eu cette expérience et se disent « Ouais, mais moi, j'ai vécu un truc. Effectivement, ça m'a forgé. Ce serait dommage que mes équipes puissent pas en bénéficier. » Et c'est le levier principal qui fait que ça s'actionne le plus vite possible. Après, il y a un deuxième levier, mais je crois que c'est un petit peu un des sujets dont tu es expert, c'est la marque employeur. Évidemment, quand on met ça en place en interne, il y a un effet waouh incroyable, qui est extrêmement bien vécu par l'ensemble des équipes, même si, comme pour toute politique qui est mise en place, il y a des limites et des contraintes. Ça, c'est normal. Mais le fait de pouvoir aller télétravailler à l'international, c'est une force de fou et ça témoigne de l'ADN d'une entreprise au niveau de l'ouverture RH. Et à contrario de ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas une fuite des talents en disant, voilà, hop, Holly Working s'ouvre. En général, on fait des petites présentations, des petits webinaires, on présente comment ça marche, etc. Le nombre de personnes qui sont prêtes à partir, à un instant T en tout cas, est relativement faible. On est de l'ordre de 1% à un instant T. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est normal. On a tous dans notre vie des contraintes. On est sur une mission professionnelle, on fait construire une maison, on attend un bébé, c'est pas le moment. L'emploi du conjoint. L'emploi du conjoint. Bref, on a tout un tas de contraintes personnelles qui font qu'à un instant T de sa vie, ou de son parcours professionnel, c'est pas le moment. Par contre, à un instant T plus 1, si on sait qu'on peut le faire, effectivement, là, il y a des gens qui commencent à s'organiser et à dire « Ah ok, c'est possible, je vais aligner les planètes pour pouvoir bénéficier de cette expérience-là et de cette ouverture que ma boîte me propose. » Ok. Question que je me suis posée, est-ce que tu envisages de faire l'inverse, c'est-à-dire faire venir en France des salariés qui travaillent dans des entreprises dans les pays, par exemple, dans lesquels vous êtes, dans la dizaine de pays, et qui auraient envie de vivre une expérience en France? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors, pour l'instant, c'est effectivement pas à l'ordre du jour. On se concentre déjà sur notre modèle initial. On est encore tout jeune, on a à peine 3 ans. Donc, on a pour ambition, évidemment, de se développer le plus possible et d'ouvrir. Si on fait de l'ouverture, ce sera plutôt pour ouvrir des nouveaux pays sources. C'est plutôt ça votre objectif. Voilà. Ouais. Donc, en Europe, plutôt Nord-Europe.
bien sûr d'ouvrir de nouvelles destinations, parce que c'est aussi quelque part quelque chose qui va pouvoir attirer de nouveaux workers. Voilà, donc l'ambition n'est pas effectivement d'attirer, pour le moment en tout cas, mais voilà, on est ouvert à tout. Et est-ce que, tu parlais de marque employeur, est-ce que des entreprises, on voit par exemple aujourd'hui dans des offres d'emploi, vous bénéficiez de la carte Swile, vous allez utiliser l'outil Lucas, vous allez avoir tel avantage en fait, avec ça. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont mis dans leurs annonces, vous pourrez bénéficier, après je sais pas, peut-être X mois d'ancienneté ou X années d'ancienneté, ou immédiatement, j'en sais rien, d'un service effectivement, de pouvoir travailler à l'étranger et avec Holyworking. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Alors, c'est les sociétés qui adoptent notre modèle en interne, en général, intègrent ça dans leur politique de mobilité au sens large, que ce soit de la mobilité fonctionnelle, internationale, voilà. Donc, ça fait partie de leur plaquette, leur web, etc. On a même des annonces qui sont publiées, et ça fonctionne. On a fait le test là sur un profil expert DevOps. DevOps, c'est bon, dans la techno, c'est des profils qui en ce moment sont assez recherchés. On a mis expert DevOps à l'international, ou expert DevOps Globetrotter, pour un peu attirer. Donc, évidemment, comme dans tout un paquet d'annonces, il y en a 100 qui s'affichent quand on cherche le truc. Celle-ci se distingue un peu. Les gens sont pas forcément... Déjà, sont curieux, donc ils vont lire l'annonce, d'une. 2, ils vont se dire, ah ouais, tiens, la boîte, elle est quand même vachement open, ça traduit quelque chose. Deuxièmement. Troisièmement, la personne n'est pas forcément intéressée. Par contre, l'esprit de la boîte, la marque employeur lui plaît, et elle va postuler. C'est le cas de cet expert DevOps qui a été recruté, qui n'est pas parti avec Holyworking, d'accord, mais qui a adhéré à la boîte. Donc c'est un outil d'attractivité qui, au-delà de l'offre à proprement parler de pouvoir télétravailler à l'international, traduit l'ADN de la boîte. J'aimerais bien quelques petits conseils. Je suis un futur potentiel Holyworker. Quels conseils tu me donnerais pour organiser mon départ à l'étranger avec toi ? Au-delà, évidemment, d'avoir le feu vert de mon manager. Ça, je le comprends, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des tips où vous mettez en garde, où vous informez, je dirais, les potentielles personnes intéressées par le projet ? Est-ce que vous avez des conseils que vous donnez avant de partir ? Ouais. Alors, à chaque fois qu'on a un candidat potentiel au départ, on a un échange avec lui. Tous les gens des équipes Holyworking, là, ils ont vécu, habité, voyagé à l'étranger, donc ils savent à peu près ce que c'est et peuvent échanger sur le projet de la personne, ce qu'elle va chercher, voilà. Et on met aussi en adéquation la typologie du pays avec les revenus, avec ce que la personne va pouvoir y vivre, pour vérifier qu'il échanger de manière tout naturelle sur le projet. Donc ça, c'est le premier point. Après, je ne l'ai pas évoqué, mais on a tout un processus d'accompagnement via une application d'ailleurs qui s'appelle le Holy Compagnon, qui accompagne le Holyworker dès le onboarding jusqu'à son retour. Parce que quand on part à l'étranger, il y a tout un tas de sujets administratifs, tout un tas de choses à préparer, et nous, on va accompagner le salarié pour que tout soit carré au moment du départ. Ça passe par les visas, les sujets de santé, de vaccins, de passeports, de permis, etc. Et j'en passe, y compris à l'arrivée. Donc, les conseils, c'est plutôt de se mettre dans un bon état d'esprit, de bien se préparer, d'identifier 2 choses. 1, l'organisation de son travail peut changer. Il faut se mettre dans un bon état d'esprit. Nous, à chaque fois, c'est ce qu'on dit aux Holyworkers. Vous avez de la chance, finalement, d'avoir un employeur, parce que tout le monde n'est pas ouvert à ce type de politique. Vous avez la chance d'avoir un employeur ouvert qui vous permette de vérifier cette expérience. Soyez rigoureux, disponible, positif. Vous êtes un étendard de l'entreprise par le biais de votre expérience. Donc, soyez positif et respectez la chance qui vous est donnée. C'est un petit peu le message qu'on fait passer. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, c'est l'intégration. C'est l'international. Vous allez découvrir un autre monde. Eh bien, c'est aussi le rôle de notre coach sur place d'essayer de faire en sorte de bien s'acclimater et s'adapter dans le pays de destination. C'est plus ou moins facile pour les personnes, en fonction des pays aussi. Mais ça, c'est hyper important d'avoir cette appréhension avant de partir. Ok. Et alors, deuxième sujet qui est aussi important pour moi, c'est quand on est en full télétravail, là, du coup, en full remote. Moi, dans ma vision managériale, je trouve que ça impacte la cohésion d'équipe.
avec l'équipe. Voilà. Comment est-ce que vous faites ? Quels sont aussi les tips que vous mettez en place, pour que ce soit pas le cas ? C'est-à-dire que les collègues qui restent eux en France dans un modèle traditionnel, pas de télétravail ou 1-2 jours par semaine, etc. Ils soient toujours effectivement dans le même mood qu'avec leur collègue qui est parti à Bali, en Thaïlande, etc., etc. Ouais, je savais que sur le sujet, tu avais une vision encore un petit peu has-been, tu vois. Donc je suis pour le télétravail. Je vais essayer de te convaincre que c'est possible autrement. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal, moi, tu vois. Chez Happy to Meet You et chez We Feel Good aujourd'hui, on n'a pas mis en place du tout le full télétravail. On l'a mis en place forcément pendant le Covid, mais un peu contraint et forcé. Donc c'est autre chose. Et on est revenu, on faisait du télétravail avant, dès 2016. On n'a pas attendu le Covid là pour le coup pour le faire. Mais au retour du Covid, on est repassé à un modèle 2-3 jours semaine et un peu tradit dans le monde du service aujourd'hui. Un monde industriel, c'est autre chose évidemment, mais dans le monde du monde du service. Et donc moi, j'ai peur pour cette cohésion en fait. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que ça me freine. Non, mais là, je suis très impliqué sur le sujet et j'ai un retour d'expérience à faire. Voilà. Donc, je suis ni pour ni contre le télétravail. D'accord ? Il y a le télétravail peut convenir à certains salariés et pas à d'autres. Et le télétravail peut convenir surtout à certains managers et dirigeants et pas à d'autres. Donc, moi, je l'ai expliqué tout à l'heure un peu dans mon cursus, j'ai pratiqué le management classique, terrain, au bureau, etc., voir tout le monde ou presque au café le matin et passer dire bonjour dans le bureau. Voilà, un mode à l'ancienne. Et avec DRI, j'ai appris à développer une boîte. Il faut joindre une 50aine de collaborateurs avec des salariés partout, super esprit d'équipe, très peu de turnover, très peu de turnover. Donc, ça marche. Pourquoi ça marche ? Alors, on m'a souvent posé la question. Donc, j'ai identifié. Ouais, mais ça marche que tu es Gaël et parce que ça ta perso. Il y a 4 critères. Non, il y a des critères en fait. Il y a des critères, il y a des organisations. Premier point clé, c'est que les salariés sont recrutés en télétravail. Ils savent qu'ils vont faire du 100% full remote. Si je le prolonge un peu ou que je le compare, c'est au choix du collaborateur. Il a le choix de venir ou pas dans l'entreprise, mais s'il vient, il sait que c'est full remote. C'est son choix. Parce que DRI n'avait pas de bureau. DRI n'a pas de bureau. Donc je ne pouvais pas t'embaucher par DRI. C'est des coworking si tu veux, on peut se retrouver, mais il n'y a pas de bureau physique. Voilà. Deuxième élément qui est important, c'est un outil de chat. Mais au-delà de l'outil de chat, parce que ça c'est courant, c'est une hygiène d'usage de l'outil de chat. Le matin, j'arrive, je dis bonjour. Je pars le midi, je dis ok, je prends ma pause déj, je reviens tout à l'heure, etc. Le soir, je dis au revoir. Je communique sur le chat, sur ce qui peut concerner l'entreprise ou dans mon chat de service, dans mon canal de service, etc. Donc il y a une vraie hygiène de chat, ce qui fait que quand on a un écran à côté de soi, on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a la boîte qui vit, on voit que ça vit, on voit qu'il y a un tel et un tel qui est à côté, qui fait ci, qui fait ça, qui se pose telle question, auquel on répond, etc. Donc, comme s'il était de l'autre côté de la vitre ou dans le bureau d'à côté. Donc ça, c'est hyper important. Troisième point, c'est presque le plus important, c'est le management. Pourquoi je disais tout à l'heure que le télétravail, finalement, les boîtes qui refusent le télétravail, c'est pas un sujet de salariés. C'est un sujet de confiance. Il faut évidemment faire confiance aux salariés. Ceux qui mettent pas en place le télétravail, c'est qu'il y a un sujet de confiance et surtout un sujet de management. On ne manage pas des gens en télétravail comme on les manage en présentiel. Donc, il y a des petits changements d'habitude à faire. C'est pas violent, mais c'est des petits changements d'habitude à faire. Soit on en a conscience, on a la volonté de le faire, soit on n'a pas la volonté. Si on n'a pas la volonté de changer son mode de management en tant que dirigeant ou en tant que manager, du coup, on demande aux salariés de ne pas faire de télétravail. Mais quand on fait du management de télétravail, par exemple, une des règles que je donne, c'est que le manager, toutes les semaines, il doit appeler à minima, une fois par semaine, son collaborateur. À minima, même s'il n'y a rien à se dire. Ça va, comment s'est passé la semaine, etc. Truc que tu fais d'habitude parfois autour du café, finalement. De manière informelle. Donc, il faut juste changer un peu la vision du sujet. Quatrième élément clé qui fait que pour moi, le télétravail 100% peut fonctionner dans une entreprise, c'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'il ne faut pas favoriser les rencontres. Voilà, elles ne se font pas forcément tous les jours ou 2 fois par semaine imposées. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas l'enjeu. Par contre, il faut favoriser les rencontres. Donc, il y a 2 typologies de rencontres pour moi qu'il faut favoriser. C'est quand les gens travaillent sur des projets, pas hésiter à faire en sorte qu'elles se déplacent pour se rencontrer.
Premier point. Mais plus important, c'est de favoriser les rencontres d'entreprise où là, tu crées pendant plusieurs jours, c'est pas juste une journée où on fait un resto le midi, plusieurs jours où ils vont vivre des choses ensemble. Elles vont partager un endroit, elles vont boire des coups ensemble, faire une activité, etc. Et ça crée du lien. Ça crée du lien fort pour l'entreprise, pour les équipes, pour apprendre à se connaître avec un regard différent. Et là, on repart sur des super bases pour les 6 mois qui viennent, même si pendant 6 mois, forcément, il y en a un qui est à Strasbourg et l'autre à Nice, on ne se voit pas. Donc, je ne dis pas que ce sont des clés universelles, ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai la vérité vraie non plus, c'est pas vrai. Par contre, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce qui marche, ou c'est ce qui a marché en tout cas dans ce que j'ai vécu. Avant que le temps tourne et avant qu'on conclue, comment est-ce que vous gérez le retour du salarié en France ? Est-ce qu'il y a même des salariés qui disent en fait je suis bien à Bali, j'ai pas envie de revenir et puis je démissionne de mon employeur ? Et je trouve un nouvel emploi là-bas. Alors pour le retour, je dirais que c'est relativement facile puisque nous on établit une date de début, une date de fin. Donc c'est clair aussi avec l'entreprise que c'est clair, il revient à telle date. Moi je l'ai vécu dans des grands groupes où il y avait des expatriés. Au bout de 3 ans, on s'est dit oh zut, j'ai un expatrié, dis donc, qui est là-bas, il revient dans 6 mois, j'ai pas de poste pour lui quoi. Et j'ai vécu des licenciements d'expatriés qui étaient des gâchis quoi, des gens qui étaient juste top et en fait on n'avait pas anticipé leur retour du tout quoi. Là, je dirais qu'il n'y a pas de problématique de fonction puisque il part avec la fonction, il revient avec la fonction. La personne. Oui, on est d'accord. Donc il n'y a pas de sujet côté fonction. Côté date, c'est bordé dans le temps et c'est cadré au début. Après, il peut arriver que la personne veuille prolonger. Si tout le monde est d'accord, nous, il n'y a pas de sujet. Si l'entreprise souhaite que le collaborateur revienne, il revient. Voilà. Après, les démissions, il peut y en avoir. Est-ce qu'il y a plus de risques de démission parce que la personne est partie 3 mois, j'en sais rien, à Bali, que dans l'entreprise ? Si on pense que c'est Bali le problème, je pense qu'on se trompe un petit peu de sujet. Je pense que ça va même être l'inverse parce que quand je vois le marché de l'emploi et bien passé pour le savoir, le nombre de candidats qui sont chassés, si on chasse quelqu'un et il nous dit de toute façon moi je suis dispo dans 8 ou 9 mois, c'est pas très intéressant en général. Donc ça peut même limiter des fois les approches, en tout cas. Tout à fait. Dans un autre sens. Et je pense que ça, à contrario, ça permet aussi d'engager les collaborateurs sur l'antenne. Quand les collaborateurs ont un projet, en général, le projet il est à 6, 12 mois, 18 mois, c'est à peu près l'échéance. À partir du moment où la boîte dit oui, déjà, le collaborateur, il est engagé sur 12-18 mois sur la même fonction, plus la durée d'Hollyworking, plus son retour. Donc, vous savez déjà que pendant presque 2 ans, vous avez un collaborateur qui est engagé sur le poste que finalement et la mission que vous lui avez confiée. Ok, c'est vraiment intéressant. Comment tu vois l'avenir ? Si on se projette un petit peu, là on est un peu en phase finale de notre échange, mais comment est-ce que tu vois l'avenir de cette relation collaborateur-entreprise, employeur, sur ces sujets effectivement de télétravail ? Voilà, j'ai quelque chose qui est quand même assez marquant, c'est qu'on entend de plus en plus, alors je sais pas si c'est réel ou si c'est du bruit médiatique, que des entreprises reviennent sur ce qu'elles ont autorisé pendant 2-3 ans post-Covid. Le télétravail, en fait, on voudrait peut-être le réduire, voire l'arrêter, revenir dans l'ancien temps. Est-ce que c'est juste un bruit médiatique, en fait, faut pas en tenir compte, ou est-ce que tu vois une évolution dans les prochaines années ? Alors, c'est difficile de se projeter, mais sur ces relations entre une salariée avec son entreprise. Oui, alors, on a vécu, comme tout le monde le sait, une transformation du lien à cause de la pandémie et la diffusion du télétravail. Oui, il y a des retours, il y a des boîtes qui prônent le retour au bureau. Par contre, ce que moi je constate tous les jours, c'est que la vague de fond des demandes collaborateurs, elle est là. Voilà. Donc après, on veut de ces gens-là à bord ou on n'en veut pas. Donc sur les marchés en tension, évidemment, ça fait se poser plus de questions aux équipes qui recrutent. Voilà. Donc c'est comment on traite ces problèmes. Mais le sujet, pour moi, il y a 2 réponses. C'est 1, il n'y a pas de solution universelle qui correspond à tout le monde. Donc, si demain vous êtes full bureau et puis que la personne elle veut pouvoir faire du télétravail, elle ne choisira pas votre boîte. Si la boîte elle est full remote et que la personne elle va être au bureau, elle ne choisira pas votre boîte. Voilà. La réponse, finalement, elle est peut-être dans la liberté proposée aux collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour les boîtes qui reviennent en arrière, je pense encore une fois que c'est un sujet de management. Voilà. Si
le manager ou les managers, mais c'est pas évident, hein, donc c'est compréhensible aussi, ont réussi à adapter un petit peu leur style de management, leur manière de gérer les gens avec qui ils bossent, franchement, ça se passe bien et ça fait pas de différence. Les gens qui bossent pas bien à distance, ils vont continuer à pas bien bosser sur place et inversement. Donc, le fond du truc est différent. C'est la seule limite que je mets moi, perso, c'est l'onboarding. Ok. L'onboarding, il doit être avec du présentiel. Ça peut durer 2 semaines, 6 mois. Ça dépend des jobs, des profils. Mais l'onboarding, c'est important. Si on veut acquérir un peu la culture, il faut rencontrer les gens. Et je conseille toujours de faire un onboarding avec du lien. Ok, extrêmement clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? C'est une bonne question. Tu m'as pas demandé combien ça coûte et je vais finir par une bonne nouvelle. Ouais. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi les boîtes payent ça aux salariés ? Alors, elles leur payent ça parce que ça leur coûte rien dans notre modèle. Comment tu dis pas plus ? T'es pas une asso ? Ah non, je suis pas une asso, heureusement. Heureusement ou pas heureusement, j'en sais pas d'ailleurs. Sans me dévoiler tes tarifs, c'est pas le sujet là. Non, comment est-ce que tu gagnes ta vie en fait, globalement, il y a une partie qui est financée par le salarié puisque c'est son projet perso. D'accord. Et il y a une partie qui est liée à notre modèle, qui est une innovation RH, une vraie innovation RH, où globalement, il y a des charges qui disparaissent en France. Il y en a d'autres qui naissent parce qu'il faut qu'on soit conforme à la législation locale à destination. Il y a une petite différence entre les deux. Ça contribue aussi à notre financement. Voilà. Donc... Okay. Ok, malin, j'avais pas pensé. Un petit peu d'innovation là-dessus. Ok. Mais globalement, ça coûte pas plus cher à la boîte, ce qui est un frein de levée. Et souvent, on sait que, évidemment, la partie budget peut être un frein. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu me conseilles de rencontrer, soit un entrepreneur qui aurait développé quelque chose autour du travail autrement, du future of work et lutter contre le « on n'a jamais fait comme ça ». Alors, soit quelqu'un, vraiment un entrepreneur, une femme, un homme qui a imaginé quelque chose d'intéressant, ou un DRH ou une DRH que tu trouves différenciant. Est-ce que tu aurais un nom ou des noms, hein, tu peux en avoir plusieurs, bien sûr. Ouais, alors je vais te citer 2 personnes. Alors, premièrement, c'est une DRH qui était un early adopter chez nous. C'est Nathalie Servier de Velvet Consulting à Paris, qui est une boîte de conseil, qui a été une de nos premières holding compagnies à intégrer ça directement dans leur politique de mobilité à l'international. Donc, vraiment, ils ont un travail sur le parcours collaborateur et l'accompagnement du collaborateur que je trouve vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est le premier. Et puis deuxième, comme je viens quand même de la tech, tout le monde a entendu parler de l'IA. Et je t'invite à aller rencontrer Barbara et Marvin de Scriptor Artist, qui sont des spécialistes de l'IA sur Nantes. Et elle, une de ses spécialités d'origine, Barbara, c'est la chef d'entreprise, elle est philologue. Donc, je te dis pas ce que c'est. Non. Okay. Tu iras l'interviewer, mais je suis sûr que ça va passionner tes auditeurs et c'est branché à 100% sur l'IA, ce qu'on fait avec l'IA, ses dérives potentielles. Voilà. Donc, je t'invite à aller rencontrer Barbara et Marvin. Moi, je te demanderai peut-être des mises en relation parce que je les connais pas. Avec plaisir. Mais ça c'est top. En tout cas, intéressant. Et avant de nous quitter, un livre ou un podcast que tu écoutes, que tu aimerais nous recommander, qui peut être un podcast RH ou entrepreneurial ou pas du tout d'ailleurs. Quelque chose qui te plaît, dans lequel toi tu prends plaisir en tout cas. Ouais, alors j'ai beaucoup de plaisir à écouter les podcasts de Reda Jamil, qui a un podcast qui s'appelle Digital on Track, qui dresse des parcours d'entrepreneurs. Donc moi, c'est quelque chose qui résonne, de comprendre quels ont été les moteurs finalement de ces entrepreneurs, de leur vie, leur passion, et comment tout ça s'est entremêlé pour faire ce qu'ils ont fait. Et moi, j'adore. Et il y a un truc qui est génial dans ces podcasts, c'est que c'est positif. Tu vois, bon, t'écoutes France Info, franchement, t'as pas que des sujets positifs, mais quand t'écoutes la vie des gens et ce qu'ils ont réussi à faire, bah moi, ça me donne la niaque et l'envie de continuer et de faire des nouvelles choses. Ok, un grand merci. Si on a besoin de te contacter, on te contacte comment ? À quoi t'es plus sensible ? LinkedIn, un mail ? Ouais, LinkedIn, Gaël Brisson ou gaël@hollyworking.com. D'accord, tout simplement. Ok. Tout simple. Grand merci Gaël, merci pour ton temps, merci pour ta franchise, pour tes convictions aussi qui sont fortes et qui sont que je trouve intéressants. Alors le has-been que je suis va essayer de changer un certain nombre de choses dans son cerveau. Un grand merci Gaël et puis à bientôt. Merci Florent. Merci. Avec plaisir. Au revoir à tous et à toutes. À bientôt pour un prochain épisode.
C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!